Chapitre 27. Visite du docteur Donaldson. Le docteur Donaldson arriva à 2 heures précises, l'air calme et posé comme à son ordinaire. Ce jeune médecin commençait à m'intriguer. Tout d'abord, je l'avais pris pour un être insignifiant et je m'étais demandé en quoi il pouvait plaire à une jeune fille brillante comme Teresa. Mais je ne tardais pas à m'apercevoir que la personnalité de Donaldson n'était nullement négligeable. Derrière son pédantisme se cachait une force réelle. « Voici la raison de ma visite, » dit Donaldson. « Je désire connaître exactement votre situation dans cette affaire, monsieur Poirot. » Sans se compromettre, Poirot répliqua. « Vous devez savoir quelle est ma profession. » « Certainement. Je vous avouerai même que j'ai fait une petite enquête sur votre compte. » « Vous montrez une grande prudence, docteur. » D'un ton sec, Donaldson lui dit. « J'aime avancer à coup sûr. »« Vous possédez un esprit scientifique. » « Je puis vous certifier que tous les rapports qu'on m'a fournis sur vous s'accordent pour louer votre grande habileté professionnelle. Vous avez, en outre, la réputation d'un homme honnête et scrupuleux. »« Vous me flattez, » murmura Poirot. « Après cela, je ne m'explique pas votre rôle dans cette affaire. »« Il est pourtant si simple. » »« Pas du tout. D'abord, vous vous présentez comme écrivain à la recherche de renseignements biographiques sur le général Arundel. »« Un mensonge bien excusable, je vous assure. M'est-il possible d'entrer chez les gens en déclarant ma profession de détective ? À part en certains cas exceptionnels. » »« Je comprends fort bien. Ensuite, vous venez voir Miss Teresa Arundel et lui faites miroiter la possibilité d'annuler le testament de sa tante. » Poirot se contenta d'acquiescer d'une inclinaison de la tête. « C'est parfaitement ridicule, » reprit Donaldson d'un ton sec. « Vous savez pertinemment que ce testament est inattaquable aux yeux de la loi et que rien ne peut l'invalider. »« Vous croyez ? » ?»« Je ne suis pas un sot, monsieur Poirot. »« Non, docteur Donaldson, loin de moi cette pensée. » Je ne suis peut-être pas très ferré en droit, mais j'en connais suffisamment pour savoir que ce testament est intangible. Pourquoi prétendez-vous le contraire ? De toute évidence, pour des raisons de commodité personnelle et dont Teresa ne se méfie point. Vous paraissez deviner ses réactions, observa Poirot. Un faible sourire éclaira le visage du jeune homme. J'en sais davantage sur Teresa qu'elle ne le soupçonne. Elle et son frère s'imaginent, j'en suis certain, que vous êtes disposé à leur prêter votre concours dans une entreprise indélicate. Charles est dépourvu de tout sens moral et l'éducation de Teresa a été fort négligée. D'autre part, une lourde hérédité pèse sur eux. Est-ce ainsi que vous parlez de votre fiancé ? Ne dirait-on pas qu'il s'agit de cobayes ? Pourquoi vouloir se dissimuler la vérité ? J'aime Teresa Arundel, et je l'aime telle qu'elle est, et non pour des qualités imaginaires. Vous rendez-vous compte que Teresa Arundel vous aime avec passion et que son envie de posséder de l'argent vient surtout de son désir de voir vos ambitions se réaliser ? Je le sais, évidemment. Je vous le répète, je ne suis pas un sot. Cependant, je m'oppose à ce que Teresa se lance pour moi dans une affaire douteuse. Sous beaucoup de rapports, Teresa est encore une enfant. Je me sens de force à réussir dans ma carrière sans le secours de personne. Certes, je n'aurais pas méprisé un bel héritage. Je l'aurais même accepté de bon cœur, mais cela m'aurait simplement permis d'arriver un peu plus vite. Je vois, cher monsieur, que vous ne manquez pas de confiance en vos capacités.
Au risque de paraître présomptueux, je ne crains pas de l'affirmer, répondit le médecin avec emphase. Revenons à nos moutons, dit Poirot. J'avoue avoir gagné la confiance de Miss Teresa par un léger subterfuge. Je lui laissais croire que comment dire, pourrais commettre un acte pas très honnête pour de l'argent. Elle me crut sans difficulté. Teresa se figure les gens prêts à tout pour de l'argent, dit le médecin d'un air indifférent, comme s'il prononçait une vérité évidente. En effet, dit Poirot, son frère semble partager la même opinion. Charles, lui, ferait probablement n'importe quoi pour de l'argent. Vous ne conservez aucune illusion sur votre futur beau-frère? Non. C'est un sujet intéressant à étudier du point de vue neurologique. Pour revenir à l'affaire en question, je me suis tout d'abord demandé pourquoi vous aviez agi ainsi. Et je n'ai trouvé qu'une seule réponse. Vous soupçonnez Teresa ou Charles d'avoir attenté au jour de Miss Arundel. Non, je vous en prie, ne prenez pas la peine de me contredire. Vous avez parlé d'exhumation, simplement pour voir la réaction de Teresa. Avez-vous vraiment fait des démarches dans ce sens auprès des autorités? Je vais être franc avec vous. Pas encore. Rien n'a été fait. Donaldson inclina la tête. C'est bien ce que je pensais. Vous hésitez sans doute à le faire, prévoyant que peut-être la mort de Miss Arundel est due à des causes naturelles. Je tiens compte du fait qu'elle peut paraître due à des causes naturelles. Mais vous savez à quoi vous en tenir? Parfaitement. Puisque vous vous montrez aussi affirmatif, qu'attendez-vous pour agir? Une dernière épreuve. La sonnerie du téléphone se fit entendre. Sur un geste de mon ami, je me levai et répondis. Je reconnus la voix. Capitaine Hastings, c'est Madame Tanios qui vous parle. Voulez-vous dire à Monsieur Poirot qu'il a parfaitement raison? S'il vient ici demain matin à 10 heures, je lui remettrai ce qu'il demande. Entendu. Je lui ferai la commission. Poirot me regardait d'un œil interrogateur. Je lui répondis par un signe de tête affirmatif. Il se tourna vers Donaldson. Changeant de ton, il prononça, plein d'assurance. Permettez-moi de m'expliquer clairement. Dans le cas qui m'intéresse, j'ai diagnostiqué l'assassinat. Tout laisse entrevoir un meurtre, et en réalité, il s'agit d'un meurtre. De cela, je suis certain. Mais alors, où est le doute? Car il me semble qu'il subsiste un doute. Le doute subsistait quant à l'identité du coupable. À présent, il n'existe plus. Vraiment? Vous connaissez l'assassin? Disons que demain, je serai en possession de la preuve irrécusable. Le docteur Donaldson leva les sourcils d'un air ironique. Ah, fit-il. Demain, Monsieur Poirot, demain est parfois loin. Au contraire, fit mon ami. J'ai toujours constaté que demain succédait à aujourd'hui avec une régularité monotone. Donaldson sourit et se leva. Monsieur Poirot, excusez-moi si je vous ai fait perdre votre temps. Pas du tout, mon cher. Il est toujours bon de mieux se connaître pour se mieux estimer.
Après un léger salut, le docteur Donaldson prit congé. Chapitre 28. Une autre victime. Voilà un homme capable, dit Poirot, pensif. Je vois difficilement où il veut en venir. Certes, il ne se livre pas, mais il comprend vite. Madame Tagnos a téléphoné tout à l'heure, annonçai-je. Je le pensais. Je lui fis part du message. Bien, tout marche à souhait. Dans 24 heures, Hastings, nous saurons exactement à quoi nous en tenir. Je demeure encore dans l'incertitude. Qui, au juste, suspectons-nous? Je ne saurais dire qui vous suspectez, Hastings. Tous à tour de rôle, j'imagine. J'ai parfois l'impression que vous prenez plaisir à me laisser dans l'ignorance. Non, non, ce petit jeu ne m'amuserait guère. Je ne vous en crois pas incapable, répliquai-je. Poirot se tut, l'air soucieux. Je lui demandai. Qu'avez-vous en ce moment? Mon ami, lorsque la fin d'une enquête criminelle approche, je me sens toujours légèrement énervé. Si quelque chose allait se produire... Que voulez-vous qu'il arrive? Je ne sais pas, mon ami. Il fronça le sourcil et ajouta. Il me semble avoir fait mon possible. En ce cas, oublions le crime et allons au cinéma. Voulez-vous? Ma foi, Hastings, voilà une bonne idée. Nous passâmes une excellente soirée, bien que j'eusse commis l'erreur de conduire Poirot à un film policier. Un conseil à mes lecteurs, n'emmenez jamais un soldat voir une pièce militaire, un marin une pièce navale, un Écossais une pièce écossaise, un détective une pièce policière. Et un acteur, quelque pièce que soit. L'avalanche de leurs critiques vous dégoûtera du spectacle. Poirot découvrit 1000 faiblesses dans la psychologie du film et le manque de méthode et d'ordre du détective faillit le rendre fou. Lorsque nous nous séparâmes ce soir-là, Poirot m'expliquait encore qu'on aurait pu mettre le mystère à nu dès la première moitié de la première bobine. Mais alors, Poirot, il n'y aurait pas de film possible. Poirot dut admettre que j'avais peut-être raison. Le lendemain matin, il était un peu plus de 9 heures lorsque j'entrai chez mon ami. Je le trouvais en train de déjeuner tout en ouvrant les enveloppes de son courrier. Le téléphone sonna. Je pris le récepteur. Une voix haletante parlait. « Est-ce vous, monsieur Poirot? Oh, c'est vous, capitaine Hastings ?» J'entendis une sorte de soupir et de sanglot. « Est-ce Miss Lawson qui parle ?» demandai-je. « Oui, oui, il se passe une chose terrible. »« Quoi donc ?»« Elle a quitté l'hôtel Wellington. Je veux parler de Bella. J'y suis allée hier après-midi et on m'a répondu qu'elle était partie. Elle ne m'a même pas laissé un message. Rien, c'est extraordinaire. Après tout, le docteur Tagnos avait peut-être raison. Il parlait d'elle d'une voix si tendre et paraissait si désolé que je me demande s'il n'était pas sincère. Voyons, Miss Lawson, dites-moi ce qui est arrivé. Est-ce simplement que Madame Tagnos a quitté l'hôtel sans vous prévenir? Ah non, si ce n'était que cela. Le docteur Tagnos disait bien que sa femme n'était pas tout à fait... vous comprenez ce que je veux dire. Il appelait cette maladie la manie de la persécution. Oui.
Qu'est-il arrivé? Oh, c'est horrible! Morte dans son sommeil. Trop forte dose de somnifères. Et les pauvres enfants. Que c'est triste. Je ne fais que pleurer depuis que j'ai appris la nouvelle. Comment l'avez-vous apprise? Racontez-moi les détails. Du coin de l'œil, je vis que Poirot avait cessé d'ouvrir ses lettres et prêtait l'oreille. On m'a appelé par téléphone de l'hôtel Coniston. Il paraît qu'on a trouvé mon nom et mon adresse dans son sac à main. Oh, capitaine Hastings, c'est horrible, n'est-ce pas? Ces pauvres enfants privés de leur mère. Écoutez-moi. Êtes-vous certaine qu'il s'agit d'un accident? Ne croyez-vous pas plutôt un suicide? Oh, qui a l'idée affreuse, capitaine Hastings? Oh, je n'en sais rien. Croyez-vous que ce soit un suicide? Ce serait encore plus horrible. Elle paraissait très déprimée. À tort. Je vous l'assure, elle n'aurait eu aucune difficulté d'argent, car je disposais à partager avec elle. Je vous le jure. La chère Miss Arundel le désirait, j'en ai le sentiment. Et penser qu'elle se serait suicidée? Mais ce n'est sans doute pas cela. Les gens de l'hôtel parlent d'un accident. Qu'a-t-elle pris? Une de ces drogues pour dormir. Du Véronal. Non, plutôt du chloral. Oui, c'est bien du chloral. Oh, capitaine Hastings, pensez-vous? Sans plus de cérémonie, je replaçai le récepteur et me tournai vers Poirot. Madame Tanios. Poirot leva la main. Oui, je sais ce que vous allez m'annoncer. Elle est morte, n'est-ce pas? Oui, une forte dose de somnifère, du chloral. Poirot se leva. Venez, Hastings, allons-y tout de suite. Est-ce là le dénouement que vous redoutiez hier soir? Ne me disiez-vous pas que vers la fin d'une enquête criminelle, vous vous sentiez toujours nerveux? Il s'agissait d'une autre mort, dit Poirot, le visage sombre. Tandis que nous roulions vers Aston, nous ne parlâmes guère. À un moment donné, voyant Poirot hocher la tête, je lui demandai timidement. Pensez-vous, est-ce un accident? Non, Hastings, non. Ce n'est pas un accident. Comment diable a-t-il découvert sa retraite? Poirot ne me répondit pas. Nous arrivâmes enfin à l'hôtel Coniston. Poirot, affectant soudain des manières brusques, passa sa carte et se fit introduire dans le bureau du gérant. On nous raconta les faits. Une dame Peters et ses 2 enfants étaient arrivés à l'hôtel la veille vers 12h30. Ils déjeunèrent à 1h. À 4h, un homme se présenta, porteur d'un billet pour Mrs. Peters. On monta le papier. Quelques minutes plus tard, elle descendit avec ses 2 enfants et une valise. Elle confia les enfants au visiteur, puis revint au bureau et expliqua qu'elle ne prenait qu'une seule chambre. Elle n'avait pas l'air particulièrement bouleversée, elle paraissait plutôt calme. Elle dîna vers 7h30 et, peu après, monta à sa chambre. Le lendemain matin, lorsque la femme de chambre lui monta sa tasse de thé, elle la trouva morte. Un médecin appelé en hâte déclara que le décès remontait à plusieurs heures. On trouva un verre vide sur sa table de chevet. Tout indiquait qu'elle avait absorbé un somnifère et que, par erreur, elle avait pris une dose trop forte. Le médecin disait qu'il s'agissait de chloral. Rien ne laissait croire au suicide. On ne trouva aucune lettre. Lorsqu'on fouilla dans ses affaires afin de prévenir la famille, on trouva dans son sac à main le nom et l'adresse de Miss Lawson, qu'on prévint par téléphone. Poirot demanda si on n'avait rien trouvé, en fait de lettres et de papiers.
Par exemple, la lettre apportée par l'homme venu chercher les enfants. Aucun papier d'aucune sorte n'a été trouvé dans la chambre, répondit l'homme. Mais dans la cheminée, on voyait un tas de papiers brûlés. Autant qu'on pouvait l'affirmer, Mrs. Peters n'avait reçu aucune visite à l'exception de l'homme venu qui avait emmené les enfants. Je m'en demandais moi-même au concierge le signalement de cet homme, mais il m'en fit un portrait plutôt vague. Taille moyenne, les cheveux blonds, l'aspect d'un militaire, rien de bien caractéristique dans le physique. « Ce n'est pas Tanios, » murmurai-je à Poirot. « Mon cher Hastings, croyez-vous réellement que Madame Tanios, après avoir pris tant de peine pour enlever les enfants à leur père, les lui aurait remis gentiment, sans cri ni protestation? Ah, non! Alors, qui était cet homme? De toute évidence, quelqu'un qui avait su gagner la confiance de Madame Tanios. Ou plutôt, quelqu'un envoyé par un tiers en qui Madame Tanios avait confiance. La personnalité de l'homme venu prendre les petits Tanios importe d'ailleurs peu. Le véritable agent est demeuré dans l'ombre. Et le billet était de cette tierce personne? Oui. Quelqu'un en qui Madame Tanios avait confiance? Certainement. Et le billet est brûlé? Oui. Elle avait ordre de le brûler, sans doute. Et qu'est devenu le résumé de l'affaire que vous lui avez remis? Poirot me répondit, l'air grave. Brûlé, également. Mais tout cela n'a aucune importance. Ah? Aucune, car tout cela reste dans la tête d'Hercule Poirot. Il me prit vivement par le bras. Venez, Hastings, quittons cet hôtel. Laissons les morts pour nous occuper des vivants. Ils réclament toute notre vigilance. Chapitre 29. À Little Green. Le lendemain matin, à 11 heures, 7 personnes se trouvaient assemblées dans le salon de Little Green. Hercule Poirot se tenait debout près de la cheminée. Charles et Teresa avaient pris place sur le sofa. Charles, assis sur la coudoir, posait la main sur l'épaule de sa sœur. Le docteur Tanios, installé dans un fauteuil à haut dossier, avait les yeux rougis. Dans un fauteuil à dossier rigide, à côté d'un guéridon, se tenait Miss Lawson. Elle aussi avait les yeux rouges et ses cheveux étaient encore plus en désordre que d'habitude. Le docteur Donaldson, le visage dénué d'expression, était assis devant Poirot. L'aspect de ces différents visages excitait ma curiosité. Au cours de mon association avec Poirot, j'avais assisté à bien des scènes semblables. Un petit cercle de gens, extérieurement calmes et portant sur leur visage le masque de la bonne éducation. Et soudain, j'avais vu Poirot arracher le masque d'un de ces visages pour le montrer dans toute sa nudité, le visage d'un assassin. Pas de doute. Une de ces personnes avait commis un meurtre. Mais laquelle? Même maintenant, je ne le savais pas au juste. Poirot s'éclaircit la gorge. D'un air solennel, selon son habitude, il commença. « Nous sommes ici assemblés, mesdames et messieurs, pour enquêter sur la mort d'Emily Arundel, survenue le 1er mai dernier. 4 éventualités s'offrent à nous. Mort naturelle, mort accidentelle, suicide, assassinat commis par une personne connue ou inconnue. Au moment de la mort, aucune enquête n'a été effectuée, le décès passant pour naturel et le permis d'inhumer ayant été délivré par le docteur Granger. D'ordinaire, lorsque des soupçons s'élèvent après que la personne a été enterrée, on exhume le cadavre.
Pour certaines raisons, j'ai hésité à prendre une telle décision. La principale est que ma cliente n'aurait sans doute pas aimé. Le docteur Donaldson l'interrompit. « Votre cliente ?» Poirot se tourna vers lui. « Ma cliente est Miss Emily Arundel. J'agis d'après ses instructions. Elle voulait à tout prix éviter le scandale. » Je ne me m'attardai pas sur ce qui fut dit pendant les 10 minutes suivantes, par crainte de me répéter inutilement. Poirot parla de la lettre de Miss Arundel, dont il donna lecture. Il expliqua ensuite ses différentes visites à Market Basing et sa découverte des moyens utilisés pour déterminer l'accident. Il fit une pause, s'éclaircit de nouveau la gorge et reprit. « Nous allons refaire ensemble le chemin que j'ai déjà parcouru pour arriver à la vérité. Je vais reconstituer pour vous les faits tels que, à mon sens, ils ont dû se succéder dans la réalité. Tout d'abord, permettez-moi de vous expliquer ce qui se passa dans l'esprit de Miss Arundel. Cette vieille demoiselle tombe dans l'escalier et chacun accuse la balle du chien. Mais elle n'est pas dupe. Elle réfléchit et son esprit actif retrace les circonstances de sa chute. Bientôt, la conclusion se présente, irréfutable. Quelqu'un a voulu la blesser, peut-être la tuer. Ensuite, elle veut savoir qui est le coupable. Dans sa maison se trouvent 7 personnes, 4 invités, sa demoiselle de compagnie et 2 servantes. Une seule d'entre elles lui semble hors de cause, car elle ne gagne rien par sa mort. Elle ne suspecte pas sérieusement les 2 servantes, à son service depuis de longues années et qui lui sont entièrement dévouées. Restent 4 suspects, 3 membres de sa famille et 1 parent par alliance. Tous 4 ont intérêt à la voir disparaître. 3 héritent directement et l'autre par son mariage. Jugez de la situation tragique de Miss Arundel. Elle possède au suprême degré le sens familial et se refuge à laver son linge sale en public selon l'expression commune. D'autre part, sa nature combative se rebelle à l'idée de se soumettre sans lutte à une tentative de meurtre. Alors, elle se décide à m'écrire. Elle entreprend encore une autre démarche, poussée, je crois pouvoir l'affirmer, par 2 mobiles. D'abord, son mépris pour les membres de sa famille. Elle commence par les suspecter, tous, impartialement, et veut leur jouer un mauvais tour. Le second mobile, plus raisonnable, est le désir de protéger sa vie. Ayant bien réfléchi à la façon de s'y prendre, elle écrit à son notaire, Mr. Purvis, et lui demande de rédiger un Nouveau Testament en faveur de la seule personne qui, selon elle, ne peut être soupçonnée de lui avoir tendu un piège. À présent, je suis en mesure de vous dire, d'après les termes de sa lettre et aussi d'après ses actes, que les soupçons de Miss Arundel, étendus d'abord indistinctement à tous les membres de sa famille, se concentrèrent bientôt sur un seul d'entre eux. Dans sa lettre, elle insiste particulièrement sur le secret absolu dans cette affaire, car l'homme de sa famille est en jeu. Or, cette demoiselle de l'époque victorienne veut sûrement dire par là qu'une personne portant son propre nom a failli, et plutôt un homme. Si elle suspectait Madame Tagnos, elle songerait également à sa sécurité, mais appuierait moins sur la question d'honneur familial. Elle montrerait les mêmes craintes qu'il s'agisse de Teresa, mais elle insiste sur le point de l'honneur parce qu'elle a dans l'idée que c'est Charles le coupable. Charles est un Arundel. Il porte le nom de la famille. Elle possède maintes raisons de le suspecter.
La pauvre demoiselle ne se fait guère d'illusions sur son neveu. N'a-t-il déjà plusieurs fautes graves à son actif? Elle le sait capable d'un acte criminel. Il a imité la signature de sa tante sur un chèque. Du faux au meurtre, il n'y a qu'à pas. 2 jours avant l'accident, elle a, avec Charles, un entretien plutôt édifiant. Il lui demande de l'argent. Comme elle refuse, il lui fait remarquer qu'elle prend le bon chemin pour se faire assassiner. À quoi elle objecte qu'elle est capable de se défendre. On nous dit que son neveu répliqua « En tout cas, vous êtes prévenus !» Et 2 jours plus tard, se produit le sinistre incident. Rien d'étonnant si Miss Arundel, clouée sur son lit de souffrance, en vient à soupçonner son neveu, Charles Arundel, d'avoir attenté à ses jours. Les faits démontrent les soupçons de Miss Arundel. Sa conversation avec Charles, l'accident, la lettre, le message au notaire. Le mardi suivant, le 21, Mr. Purvis apporte le testament et la malade le signe. Charles et Teresa viennent à Little Green à la fin de cette semaine et Miss Arundel en profite, afin d'assurer sa sécurité, pour annoncer à Charles la modification de son testament. Elle le lui montre même. Voilà qui me paraît absolument concluant. Elle veut que le meurtrier éventuel sache qu'il n'a rien à attendre de sa mort. À son idée, Charles va le répéter à Teresa. Mais il n'en fait rien. Pourquoi? Pour la bonne raison qu'il se sent coupable. Il se figure que c'est à cause de lui que sa tante a déshérité sa famille. Mais qu'a-t-il à se reprocher? Une tentative de meurtre ou simplement le vol d'une petite somme d'argent liquide? L'un ou l'autre de ces 2 délits peut expliquer son silence. Il ne dit rien, espérant que sa tante reviendra sur sa décision. Étant donné l'état d'esprit de Miss Arundel, je crus avoir reconstitué les faits assez correctement. Restait à savoir si ses soupçons étaient justifiés. Tout comme elle, je limitais d'abord le cercle de mon enquête à 7 personnes. Charles et Teresa Arundel, le docteur Tanios et Madame Tanios, les 2 servantes et Miss Lawson. Une 8e personne vint bientôt s'ajouter à ma liste, le docteur Donaldson. Il avait dîné à Little Green le soir de l'accident, mais je n'appris ce détail que plus tard. De ces 7 personnes, 6 bénéficiaient à des degrés divers de la mort de Miss Arundel. Si l'une de ces 6 personnes avait commis le crime, le mobile était simplement l'appât du gain. Miss Lawson, elle, ne retirait aucun bénéfice de la mort de Miss Arundel, mais elle en bénéficiait énormément par la suite, en conséquence de l'accident. Ce qui revient à dire que si Miss Lawson a monté de toutes pièces cet accident, « Je n'ai rien fait de pareil !» s'écria Lawson, interrompant Poirot. « C'est abominable! Comment osez-vous avancer une pareille infamie ?» Un peu de patience, mademoiselle. Veuillez ne pas m'interrompre, s'il vous plaît. Miss Lawson secouait la tête avec colère. « Je proteste! Je ne me laisserai pas accuser injustement !» Sans prêter attention à ces récriminations, Poirot poursuivit. « Je disais donc que, si Miss Lawson avait manigancé cet incident, elle l'eût fait de façon telle que Miss Arundel accusa sa propre famille et s'en détacha. Je cherchais si, oui ou non, la chose se confirmait. Je découvris, par hasard, un détail significatif. Si Miss Lawson avait désiré concentrer les soupçons de Miss Arundel sur les membres de sa famille, elle eût monté en épingle le fait que Bob n'était pas rentré ce soir-là. Or,
Miss Lawson prend, au contraire, des précautions pour que Miss Arundel l'ignore. J'en déduis que Miss Lawson est innocente. « Je l'espère bien, » fit la vieille fille d'une voix tranchante. Je réfléchis ensuite à la mort de Miss Arundel. Un attentat raté contre la vie d'une personne est généralement suivi d'un second. La mort de Miss Arundel, survenue 15 jours après l'accident, me parut significatif. Je commençais mon enquête à Market Basing. Le docteur Granger ne voyait rien d'anormal dans le décès de sa patiente, ce qui confirmait mon hypothèse. Cependant, Miss Isabel Trepp faisait le récit de la soirée au cours de laquelle Miss Arundel ressentit les premiers symptômes de la maladie. Parla d'un halo lumineux entourant la tête de Miss Emily. Sa sœur confirma ce témoignage. Évidemment, elles auraient pu inventer ce détail, mais je ne pense pas qu'il leur serait venu tout seul à l'idée. Lorsque j'interrogeai Miss Lawson, elle m'apprit qu'un ruban lumineux sortait de la bouche de Miss Arundel et montait, formant une auréole autour de sa tête. Bien que décrit de façon différente par les observatrices, le fait demeurait le même. Dépouillé de toute idée spirite, il signifiait que, ce soir-là, l'haleine de Miss Arundel était phosphorescente. Le docteur Donaldson s'agita nerveusement dans son fauteuil. Poirot lui adressa un léger signe de tête. « Oui, vous commencez à voir clair. Il n'existe que peu de substances phosphorescentes. La plus commune était précisément celle que je cherchais. Je vais vous lire un extrait d'un article sur l'empoisonnement par le phosphore. L'haleine de la personne peut être phosphorescente avant que la personne ne ressente aucun malaise. Voilà ce que les demoiselles Tripp et Miss Lawson virent dans l'obscurité. Je continue ma lecture. La jaunisse s'étant déclarée, l'organisme, sous l'influence d'une intoxication par le phosphore, présente tous les troubles provenant de la rétention de la sécrétion biliaire dans le sang et, à partir de ce moment, on ne constate aucune différence entre l'empoisonnement par le phosphore et certaines affections du foie. « Voyez-vous l'astuce ?» ajouta Poirot, cessant sa lecture. « Depuis des années, Miss Arundel souffre du foie. Les symptômes de l'empoisonnement par le phosphore seront confondus avec une nouvelle attaque de cette maladie. » Oh, tout était bien combiné. Très facile de se procurer du phosphore. On le trouve dans certaines allumettes et dans de nombreuses préparations pour détruire les parasites. Or, il est mortel à très faible dose. Et voilà, le tour est joué. Le médecin s'y laisse prendre, d'autant plus facilement que l'odorat du docteur Granger est déficient, ainsi que j'ai pu le constater. L'odeur aliacée de l'haleine est un des symptômes de l'empoisonnement par le phosphore. Pourquoi ce médecin concevrait-il des doutes ? Il ignore le phénomène qui, seul, aurait pu l'intriguer, le halo lumineux, et, si on lui en parle, il le traitera de sottise inventée par les folles adeptes de spiritisme. Les témoignages des demoiselles Tripp et de Miss Lawson confirmèrent le fait qu'il y avait eu meurtre. Il s'agissait à présent d'identifier le criminel. Je rayai de ma liste les servantes, leur mentalité ne pouvant s'accorder avec un tel crime. Et aussi Miss Lawson, car si elle avait été coupable, elle n'aurait pas insisté sur l'auréole lumineuse. J'éliminai ensuite Charles Arundel. Ayant vu le testament, il savait qu'il n'avait rien à gagner par la mort de sa tante. Restait donc sa sœur, Teresa, le docteur Tanios, Madame Tanios et le docteur Donaldson, qui,
je le sus par la suite, avait dîné chez Miss Arundel le soir de l'incident de la balle du chien. À ce point de mes recherches, je demeurais bien perplexe, ne possédant d'autres moyens d'investigation que l'étude de la psychologie du meurtre et de la personnalité du meurtrier. Les deux crimes présentaient les mêmes caractéristiques: simplicité des moyens, ruse et efficacité. Ils exigeaient un certain degré de connaissance, mais peu nombreuses. Les propriétés du phosphore sont assez connues et on peut se procurer facilement ce poison, particulièrement à l'étranger. Je songeais d'abord aux deux hommes. Tous deux, médecins et habiles, auraient pu penser à utiliser le phosphore dans ce cas particulier, mais l'incident de la balle du chien ne me paraissait pas venir d'un cerveau masculin, c'était plutôt une idée de femme. Je songeais à Teresa Arundel, criminelle possible. Cette jeune personne hardie, impitoyable et pas très scrupuleuse, aime la vie et sait en jouir. Jusqu'ici, rien ne lui a été refusé, mais l'argent va bientôt lui manquer et elle en a besoin pour elle-même et aussi pour l'homme qu'elle aime. D'autre part, son attitude dénote clairement qu'elle sait que sa tante a été tuée. J'ai assisté à une intéressante passe d'armes entre le frère et la sœur et j'ai compris que chacun suspectait l'autre d'avoir commis le crime. Charles voulait faire dire à sa sœur qu'elle connaissait l'existence du Nouveau Testament. Pourquoi ? De toute évidence, parce que si elle était au courant de ce changement, elle ne pouvait être suspectée d'avoir tué sa tante. Elle, de son côté, se refusait à admettre que Miss Arundel eût montré ce document à Charles. Elle considérait cette affirmation de son frère comme une tactique maladroite pour écarter de lui les soupçons. Autre détail significatif, la répugnance visible de Charles à prononcer le mot arsenic. Par la suite, j'interrogeai le vieux jardinier de Little Green sur le pouvoir nocif d'une certaine poudre destinée à tuer les mauvaises herbes, et je compris la réticence du jeune homme. Charles Arundel s'agita dans son fauteuil. « J'y ai pensé, avoua-t-il, mais je n'en ai pas eu le courage. » Poirot acquiesça d'un signe de tête. « Précisément, ce n'est pas le genre de crime qui répond à votre mentalité d'homme faible. Vous ne reculez pas devant un larcin, un faux, mais le meurtre, non. » Poirot reprit son ton de conférencier. Teresa Arundel possédait, à mon avis, l'énergie suffisante pour mener à bien une tentative de meurtre, mais certains faits devaient être pris en considération. Teresa n'a jamais été frustrée de sa part de plaisir. Elle a pleinement joui de l'existence. Elle appartient à ce genre de femme impulsive qui ne tuerait que dans un moment de colère. Pourtant, j'avais la certitude que Teresa Arundel avait pris du poison dans la boîte du jardinier. Soudain, Teresa parla. « Je vais vous dire la vérité. J'y ai pensé. J'ai même pris de la poudre à tuer les mauvaises herbes dans une boîte à Little Green. Mais je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. J'aime trop la vie. Il m'a été impossible de l'enlever à une autre. Je suis peut-être mauvaise et égoïste, mais je suis incapable de commettre certains actes. »« Oui, c'est vrai, » fit Poirot. « Et vous n'êtes pas aussi mauvaise que vous vous dépeignez, mademoiselle. Vous êtes simplement une jeune étourdie. » Il poursuivit. « Il me restait Madame Tanios. Du premier coup d'œil, je m'aperçus que cette femme avait peur. Voyant que je m'en suis rendu compte, elle se sert aussitôt de cette faiblesse momentanée et cherche à me donner l'impression d'une femme qui craint pour son mari. Un peu plus tard, elle change de tactique,
mais je ne suis pas dupe de sa comédie. Une femme peut craindre son mari ou craindre son mari, mais pas les deux à la fois. Madame Tanios adopta enfin le dernier rôle, et elle le joua adroitement, allant jusqu'à courir après moi dans le vestibule de l'hôtel sous le prétexte de vouloir me faire une confidence. Mais lorsque, comme elle s'y attendait, son mari s'approcha, elle prétendit ne pas pouvoir parler devant lui. Je vis tout de suite que cette femme ne craignait pas son mari, mais qu'elle le détestait. J'eus alors la conviction que j'avais devant moi le genre de femme que je cherchais. Non pas une femme qui s'adonne au plaisir, mais une refoulée. Jeune fille sans beauté, menant une existence monotone, incapable d'attirer les hommes qui lui plaisaient, elle finit par épouser un homme qui lui est indifférent, plutôt que de rester vieille fille. L'existence à Smyrne, loin de tout ce qu'elle aime, ne lui apporte que déception et rancœur jusqu'à la naissance de ses enfants, à qui elle voue un attachement sans bornes. Son mari l'adore et, secrètement, elle le déteste de plus en plus. Il a perdu la dot de sa femme dans des spéculations malheureuses, autre cause de haine contre lui. Une seule chose illumine la triste existence de Madame Tanios, la perspective de la mort de sa tante Émilie Arundel. Cette morte doit lui procurer de l'argent, l'indépendance et les moyens d'élever ses enfants selon ses vœux. Souvenez-vous qu'elle est la fille d'un professeur et qu'à ses yeux, l'éducation conserve une haute valeur. Elle a peut-être eu l'idée du crime et échafaudé son plan avant de venir en Angleterre. Elle possède certaines notions de chimie car elle a aidé son père dans ses travaux de laboratoire. Elle connaît la nature de la maladie de Miss Arundel et sait que le phosphore est la substance qui convient pour arriver à ses fins. À Little Green, un procédé bien plus simple se présente à elle. La balle du chien. Un fil tendu en travers de l'escalier. Voilà l'idée simple et ingénieuse qui germe dans son cerveau de femme. Elle l'a mis en pratique, mais échoua. Je ne pense pas qu'elle ait jamais su que Miss Arundel était au courant des faits. Les soupçons de sa tante se portaient entièrement sur Charles, et je doute qu'elle modifia sa façon d'être envers Bella. Alors, tranquillement, cette femme refoulée et ambitieuse revient à son plan original. Elle a découvert un excellent moyen pour administrer le poison. Les capsules que Miss Arundel prend chaque repas. Ouvrir une de ces capsules, y placer le phosphore et la refermer est, pour elle, un jeu d'enfant. Elle replace la capsule dans la boîte avec les autres. Tôt ou tard, Miss Arundel la prendra. On suspectera peut-être un empoisonnement. Si par hasard cela arrivait, elle-même serait déjà loin de Market Basing. Elle prend cependant une précaution. Imitant la signature de son mari au bas d'une ordonnance, elle se fait donner par le pharmacien une double dose d'hydrate de chloral. Je devine dans quelle intention, pour l'avoir à sa portée, si jamais on l'accusait. Comme je viens de vous le dire, dès le premier abord, Madame Tanios me fit l'impression d'être la coupable, mais je ne possédais aucune preuve. Je devais donc agir avec prudence, car si Madame Tanios se mettait dans l'idée que je la suspectais, elle pourrait commettre un autre crime. J'avais même la conviction que l'idée de ce crime lui était venue à l'esprit. Elle souhaitait ardemment se défaire de son mari. La première tentative de meurtre l'a cruellement déçue. L'argent, le meilleur argent, allait tout à Miss Lawson. Quel coup! Mais Bella déploie une adresse remarquable et remet à l'œuvre. Elle commence par faire pression sur la conscience de Miss Lawson, qui, je le crains, n'est déjà pas très à l'aise. Des sanglots éclatèrent soudain. Miss Lawson prit son mouchoir et se mit à pleurer en se couvrant la figure.
C'est affreux. Je me suis conduite comme une femme mauvaise. Vous comprenez? La curiosité m'a poussée. Je désirais savoir pourquoi Miss Arundel avait changé son testament. Un jour, pendant que Miss Arundel se reposait, je réussis à ouvrir le tiroir de son bureau. Alors, je découvrais qu'elle me laissait tout. Bien sûr, j'étais loin de me douter qu'il y avait une si grosse fortune. Je pensais qu'il s'agissait de quelques milliers de livres. Pourquoi pas? Après tout, me disais-je, sa famille s'en soucie peu, mais alors qu'elle fut plus malade, elle réclama le testament. Je compris. J'en étais sûre qu'elle allait le détruire. C'est alors que j'ai mal agi. Je lui certifiai qu'elle l'avait renvoyé à Mr. Purvis. La pauvre, elle oubliait tout. Elle ne savait plus où elle rangeait les choses. Elle me crut et m'ordonna de redemander le document. Je promis d'écrire à Mr. Purvis. Mon Dieu, son état empira et je n'y pensais plus. Elle mourut. Lorsque le notaire lut le testament et que je connus le montant de la fortune qui me revenait, je compris la vilainie de mon acte. 375 000 livres. Si j'avais rêvé d'une pareille somme, jamais je ne l'aurais fait. J'ai l'impression d'avoir injustement détourné cet argent et je ne savais quel parti prendre. Quand Bella vint me trouver, je lui promis de lui donner la moitié, certaine de retrouver ma sérénité d'esprit après ce don. « Voyez-vous » s'écria Poirot. Madame Tagnos gagnait sur toute la ligne. Voilà pourquoi elle se refusait à contester le testament. Elle avait tendu ses filets et, pour rien au monde, elle n'aurait intenté un procès à Miss Lawson. Naturellement, elle fit semblant de vouloir consulter son mari, mais sa décision était déjà prise. Elle avait deux idées en tête, se séparer, elle et ses enfants, du docteur Tagnos et conquérir sa part de l'héritage. Si son plan réussissait, elle mènerait en Angleterre une vie insouciante et heureuse avec ses enfants. Bientôt, il ne lui fut plus possible de dissimuler sa haine à son mari. De fait, elle n'en prit même pas la peine. Lui, le pauvre homme, en était bouleversé. Il ne comprenait rien à l'attitude de sa femme. Elle jouait le rôle de l'épouse terrorisée. Pour le cas où j'aurais eu des soupçons contre elle, car elle commençait à s'en méfier, elle voulut me faire croire que son mari avait commis le crime. À tout instant, le second meurtre pouvait se produire. Je savais qu'elle avait en sa possession une dose mortelle de chloral, et je craignais qu'elle ne manigançât en prétendu suicide avec confession de la part de son mari. Et pourtant, je ne tenais aucune preuve contre elle. Enfin, Miss Lawson vint à mon secours. Elle prétendait avoir vu Teresa Arundel agenouillée sur l'escalier en cette nuit du lundi de Pâques. Je ne tardais pas à me rendre compte que Miss Lawson n'avait pas vu Teresa distinctivement, du moins assez distinctivement pour avoir reconnu ses traits. Pourtant, elle demeurait affirmative. Après cette question, Miss Lawson parla d'une broche portant les initiales de Teresa. T.A. Sur ma demande, Miss Teresa Arundel me montra la broche en question. Mais elle niait s'être retrouvée dans l'escalier au moment indiqué par Miss Lawson. Tout d'abord, j'imaginais qu'une autre personne avait emprunté la broche à Teresa, mais lorsque je regardai la broche dans la glace, la vérité me sauta aux yeux. Miss Lawson, réveillée en sursaut, avait vu dans la glace de sa chambre une silhouette vague avec les initiales T.A. en métal brillant. Elle en avait conclu que c'était Teresa. Si elle avait vu T.A. reflété dans la glace, les initiales réelles devaient être AT, puisque dans une glace, l'image apparaît en sens inverse. J'y étais. La mère de Madame Tagnos s'appelait Arabella Arundel. Bella n'est que le diminutif d'Arabella.
Athée voulait dire Arabella Tanios. Bien étrange, à ce que Madame Tanios possédait une broche semblable à celle de sa cousine. À l'époque de Noël, elles étaient encore assez rares, mais elles faisaient fureur ce printemps et j'avais remarqué que Madame Tanios copiait les toilettes et les chapeaux de Teresa autant qu'elle le pouvait, étant donné ses modestes moyens. Pour moi, la cause était entendue. À présent, que devais-je faire ? Obtenir un permis d'exhumation ? Peut-être prouverais-je ainsi l'empoisonnement. Mais le corps est enterré depuis 2 mois et il paraît que, dans certains cas, le phosphore ne laisse aucune lésion. Et même si l'examen post-mortem donnait un résultat positif, comment prouver que Madame Tanios possédait ce poison ? Difficulté d'autant plus grande qu'elle eût pu se le procurer à l'étranger. Sur ces entrefaites, Madame Tanios prend une décision. Elle quitte son mari et va implorer la pitié de Miss Lawson. En outre, elle accuse ouvertement son mari du meurtre. Convaincue qu'il ne tarderait pas à être la victime suivante, je fis en sorte de les séparer l'un de l'autre sous le prétexte de la mettre en sûreté. Elle ne pouvait guère s'y opposer. En réalité, je songeais à la sécurité du mari. Et alors... Hercule Poirot fit une longue pause. Son visage pâlit de façon étrange. Mais ce n'était là qu'une précaution précaire. Je devais empêcher la meurtrière de frapper une seconde fois et sauvegarder la vie de l'innocent. J'écrivis donc ma propre reconstitution du crime et je la remis à Madame Tanios. Un long silence suivit. Alors, le docteur Tanios s'écria. « Oh mon Dieu! Voilà donc pourquoi elle s'est tuée ?» Doucement, Poirot lui dit. « Que pouvait-elle faire de mieux ? Elle songeait aux enfants, comprenez-vous ?» Le docteur Tanios enfouit son visage dans ses mains. Poirot vint vers lui et lui posa la main sur l'épaule. « Croyez-moi, c'était nécessaire. Nous aurions eu à déplorer d'autres morts. D'abord, la vôtre. Ensuite, peut-être, celle de Miss Lawson. Et, suivant les circonstances... » Il se tut. D'une voix brisée, Tanios dit. « Elle a voulu me faire prendre un somnifère, l'autre soir. J'ai vu quelque chose d'anormal sur son visage. J'ai jeté le médicament. C'est alors que j'ai commencé à croire qu'elle perdait la tête. Jugez-la ainsi. C'est, du reste, partiellement vrai, mais pas au regard de la loi. Elle savait ce qu'elle faisait. » Le docteur Tanios s'empressa d'ajouter. « Elle a toujours été si bonne pour moi. » Il ne me reste plus grand-chose à dire. Peu après, Teresa épousa le docteur Donaldson. Je suis demeurée en relation avec le jeune couple et j'ai appris à apprécier Donaldson, sa vision nette de la vie, sa profonde bonté et sa force cachée. Ses gestes sont toujours aussi secs et précis. Teresa s'amuse parfois à l'imiter. Cette heureuse femme s'occupe uniquement de la carrière de son mari, dont le nom, déjà célèbre, fait autorité en ce qui concerne les glandes endocrines. Miss Lawson, en proie aux remords, voulut se dépouiller jusqu'au dernier sou. On dut la retenir et un acte, dressé par Mr. Purvis, mit tout le monde d'accord. La fortune de Miss Arundel se trouve ainsi partagée entre Miss Lawson, les 2 Arundel et les enfants Tanios. Charles mangea sa part en un peu plus d'1 an. Il paraissait qu'il se trouve maintenant en Colombie-Britannique. Fin.